Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fait du jour. Il y a un certain nombre d'années, un nombre certain, quelqu'un s'était assis dans une laverie automatique et regardant les hublots derrière lesquels le linge tournait, avait fini par dire « Votre télévision, c'est pas encore au point ». Nous en sommes maintenant à un stade plus évolué et nous allons parler de l'état, non pas seulement de la télévision, mais des médias en général, avec Francis Ball. Francis Ball, bonjour. Bonjour. Alors, naturellement, et comme on dit toujours, des personnalités importantes, on ne vous présente pas, mais il faut quand même que je le fasse. Il faut quand même le faire. Voilà, oui. parce que vous êtes malgré tout un grand spécialiste des médias et que je pense que je les enseigne depuis un certain nombre d'années. Nos téléspectateurs connaissent peut-être mieux les présentateurs de télévision qu'ils ne vous connaissent, même si c'est quand même vous qui détenez la science. Alors, vous êtes donc professeur à Paris 2, vous êtes ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et chaque 2 ou 3 ans, je crois, vous publiez... Ça va être chaque année maintenant. Ah, ça va être chaque année, car les faits évoluent vite. Vous publiez ce qu'on peut appeler vraiment la Bible des médias, Médias et Société, Francis Ball, Médias et Société, aux éditions Mon Chrétien. L'ouvrage que je vous présente ici n'est pas la toute dernière édition qui est... C'est ma faute, j'aurais dû vous l'envoyer, voilà. Je ne l'ai pas fait. Donc, à tout péché miséricorde, vous rattraperez après l'émission. La prochaine fois. Voilà, donc le sujet était tout trouvé, puisque nous sommes actuellement en plein débat parlementaire sur la réforme de l'audiovisuel. Ce débat parlementaire passionne les parlementaires et en revanche suscite de la part de l'opinion une indifférence. Est-elle réelle ou est-elle simplement la marque d'un attentisme? Alors je ne sais pas quel est votre sentiment. C'est l'un des symptômes, effectivement, du fossé qui se creuse et qui ne cesse de se creuser entre les représentants du peuple et les gens ordinaires. C'est-à-dire nous tous. Voilà. Et donc nous allons pouvoir, en quelques phrases, rappeler ce qui se passe. Dans sa conférence de presse du 8 janvier 2008, le président de la République a indiqué qu'il souhaitait que soit mis un terme au financement par la publicité Il a souhaité qu'on réfléchisse à la suppression progressive de la publicité sur les chaînes publiques. Voilà, les choses ont évolué depuis. Un projet de loi a été présenté, c'est celui qui est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale, et nous avons même une date, puisqu'au début de l'année, nous annonçons, mais cela le 5 janvier. Le 5 janvier, à partir de 20h, il n'y aura plus de publicité sur les chaînes publiques de télévision, et ce jusqu'au lendemain matin. Parallèlement, il y a un problème de financement. Cette publicité qui va manquer est estimée, selon certains, à 400 millions d'euros, d'autres à 800 millions. Ce sont des comptes un peu compliqués. Et d'autres encore à 1 milliard. Et d'autres à 1 milliard. Enfin, ce qui est certain, c'est que cet argent, il va bien falloir le trouver, sauf à supprimer, bien entendu, une partie des émissions, ou tout simplement à supprimer des chaînes. Ça peut arriver aussi. Ce n'est pas dans le projet, je m'empresse de le dire. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez si ce projet, qui est actuellement en cours de discussion, a une cohérence ou non. Est-ce qu'il est vraiment en l'état capable d'apporter une réforme? On peut en discuter, on le fera d'ailleurs du bien ou du mal fondé de cette réforme, mais est-ce que ce projet tient la route? Écoutez, il faut quand même rappeler que les grandes chaînes publiques dans le monde ne sont pas financées par la publicité. La BBC en Grande-Bretagne, le PBS aux États-Unis, la NHK au Japon ne connaissent pas la publicité sur les chaînes publiques. Ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui, c'est un certain nombre d'années de laxisme, puisque la publicité a été introduite en 69, donc ça fait quand même très longtemps, ça fait quand même presque 40 ans, sur les chaînes publiques. À l'époque, il n'y avait d'ailleurs de chaînes que publiques, et à l'époque, la gauche, notamment, a poussé des cris d'orfraie en disant qu'on mettait le doigt dans un engrenage qui allait broyer la télévision, allait conduire la télévision à être de plus en plus mauvaise. Elle n'avait pas tort. Elle n'avait pas tort parce que dans la brèche, c'est vrai, n'ont cessé de s'engouffrer les publicitaires, les annonceurs, les agences, qui voyaient là évidemment un nombre plus grand d'écrans, et la possibilité surtout de négocier les tarifs de publicité. Par conséquent, ce qui avait été redouté est arrivé. La publicité finit par occuper une place importante, quasiment la même que sur les chaînes privées, et évidemment le résultat c'est qu'on voit de moins en moins, on voyait de moins en moins la différence, je dis on voyait de moins en moins la différence entre les chaînes privées et les chaînes publiques qui se retrouvaient dans une concurrence tout à fait frontale. Il y a eu du changement d'après vous? Oui, je trouve que tout de même le mouvement avait été légèrement amorcé
avant l'arrivée de Patrick de Carolis et de Patrice Duhamel, mais incontestablement, Patrice Duhamel et Patrick de Carolis ont redressé véritablement la barre et ils ont instillé, entre guillemets, injecté, comme vous voudrez, un certain nombre de programmes quand même forts dans la veine de ce que Carolis d'ailleurs a toujours fait, c'est-à-dire Les Racines et des Ailes, qui sont incontestablement une émission à vocation culturelle, digne d'une chaîne publique, parce qu'accessible à un grand nombre de nos concitoyens, de nos contemporains. Mais en même temps, il y a un certain nombre d'autres émissions qui sont restées sur le service public. Je pense en particulier à l'émission de Patrick Sébastien, qui a son public, incontestablement, et qui fédère, comme on dit, pas mal de gens le samedi soir. Mais est-ce que cette émission n'a pas sa place plutôt sur une chaîne privée que sur une chaîne publique? Je l'ai souvent pensé, sauf à regarder France 2 régulièrement et à voir que des extraits de ces émissions sont aujourd'hui proposés aux téléspectateurs juste avant 20h sur les meilleures émissions, les meilleurs programmes de cirque qui ne sont pas du tout déshonorants pour une chaîne publique. Donc c'est vrai que les chaînes publiques, les chaînes publiques allaient dans le mur parce qu'elles sont très nombreuses, qu'évidemment elles ne se parlent pas entre elles et que nous n'avons jamais essayé de rentabiliser, de commercialiser ce qui fait véritablement le nerf de la guerre, c'est-à-dire les contenus. Il faut rappeler quand même que la BBC, à travers l'une de ses filiales, BBC qui n'est financée que par l'abondance, qui en Grande-Bretagne est de 150 €, voilà. Je traduis en euros, alors qu'elle n'est chez nous que de 116 €, et elle est de 205 € en Allemagne, ce qui fait quand même une sacrée différence. Il ne faut pas oublier que si on montait la redevance de 116, ce qu'elle est aujourd'hui, à 152, on comble le déficit, on compense le manque à gagner de la publicité. Alors, question quand même, vous dites qu'il y a de nombreuses chaînes qui ne se parlent pas entre elles. Dans le projet... J'exagère un peu, j'exagère un peu, mais on n'a pas cessé d'ajouter France 5, France 4, TV5, France 24. Il y a beaucoup de chaînes. Et entre ces chaînes, évidemment, au nom de l'autonomie de chaque rédaction, on ne met pas en commun un certain nombre de moyens commerciaux, industriels, éditoriaux qui devraient être mis en... Alors il semble quand même qu'un des points de la réforme réponde à cette critique, puisque c'est désormais Absolument. le président de France Télévisions qui sera responsable de l'ensemble. Qui sera responsable de l'ensemble avec l'obligation pour lui de mettre en commun un certain nombre de moyens qui doivent être mis en commun, ce qui évidemment n'exclut pas que chaque chaîne cultive sa différence, c'est-à-dire est véritablement une identité particulière et bien identifiée. Alors, donc, le débat est clair maintenant. Si on veut avoir cette télévision publique et si on considère qu'elle doit avoir autant de chaînes, c'est un autre débat, parce que dans l'instant, dans le moment, je veux dire, au Parlement, ça n'est pas ce qui est débattu. On ne débat pas du nombre de chaînes. C'est le bal des hypocrites. Oui. C'est le bal des hypocrites, parce que ce sont ceux-là même qui, hier, pousser des cris d'orfraie contre la publicité, contre l'introduction de la publicité à la télévision, lorsqu'il n'y avait, encore une fois, que des chaînes publiques, avant l'abolition du monopole en 85-86, la véritable abolition, l'apparition des chaînes privées, ce sont ceux-là même qui aujourd'hui réclament de la publicité. Par conséquent, c'est vraiment le bal des hypocrites. En pleine hypocrisie. Alors, le téléspectateur moyen français qui regarde la télévision de 3h30 et 4h par jour, finalement, assiste à cela d'un air un peu hébété. Bon, d'une façon générale, est-ce que les téléspectateurs, vous qui êtes le spécialiste de la question, sont satisfaits ou non de la télévision en général? Globalement, oui. Plutôt oui. Globalement, oui. Ils sont satisfaits de la télévision. Ils trouvent qu'il y a une grande diversité de programmes, ce qui est vrai. Et quand on regarde les télévisions étrangères, qui excellent dans le meilleur et dans le pire, il y a de très bonnes émissions ou de très mauvaises émissions, notre télévision, dans son ensemble, n'est pas déshonorante. Alors, en ce qui concerne... Elle est diverse, elle est abondante. Effectivement, il y a une offre de qualité, assez variée. En ce qui concerne l'information, je serais peut-être un peu moins optimiste. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs votre sentiment aussi, mais j'ai le sentiment que quand on regarde les chaînes en sapant comme tout le monde, à chaque minute, c'est la même chose sur chacune des télévisions, aux heures des grands rendez-vous, les 20h, etc. Vous avez raison. Mais nous avons un problème en France avec l'information depuis un siècle ou un siècle et demi. C'est-à-dire que, concrètement, les journalistes ne croient pas dans l'idéal de l'objectivité. En un sens, ils ont raison, mais comme tout idéal, il est inaccessible, mais il est parfaitement indispensable. L'impartialité, ils ne savent pas ce que c'est. Globalement, je parle. C'est-à-dire que concrètement, ils n'ont jamais réussi à accréditer l'idée chez ceux qui les lisent ou qui les regardent ou qui les écoutent
qu'ils sont parfaitement impartiaux, parce que simplement ils ne donnent pas des gages d'indépendance ou d'impartialité. Il y a aussi ce phénomène qui est quand même assez particulier à la France. 80% environ des journalistes, alors, non pas seulement de télévision, mais en général, ont voté à gauche, ou votent à gauche. Là aussi, il y a une forme de recrutement qui est assez particulière. Il y a une tendance, effectivement, des journalistes à compenser ce manque de crédit auprès de leurs lecteurs par une fausse indépendance qui consiste, lorsqu'ils ont à faire une enquête sur une institution, quelle qu'elle soit, ils n'interrogent pas les dirigeants, qui sont à leurs yeux toujours suspects, mais ils vont interroger celui qui est le plus contestataire parmi les contestataires de l'institution. Et ils s'imaginent par conséquent que c'est faire preuve d'indépendance que de ne pas interroger les dirigeants, qui évidemment tiennent un discours un peu institutionnel, un peu formel, et de n'interroger que ceux qui sont les plus révoltés contre l'institution. Alors, effectivement, ça c'est une inclination que l'on constate plus encore, je crois, chez nous qu'ailleurs, parce que c'est leur manière, en quelque sorte, de dire « nous sommes indépendants ». Nous n'interrogeons pas, nous ne faisons pas d'information institutionnelle. Voilà. Nous n'écoutons pas les institutionnels. Bon, ben d'accord, mais cela dit, les institutionnels, ils ont aussi voix au chapitre. Oui. Le dirigeant de chez Renault, il a aussi quelque chose à dire. Le responsable, le directeur dans un ministère, il a aussi quelque chose à dire. Évidemment, il ne faut pas prendre ce qu'il dit pour argent comptant. Il faut aller aussi interroger d'autres gens à ses côtés. Mais il ne faut pas forcément ne donner la parole qu'à ceux qui critiquent, qu'à ceux qui contestent, très naturellement. C'est-à-dire des gens qui représentent en général 5 ou 2% de l'institution. Ce qui, soit dit en passant, est à peu près le degré de représentativité des syndicats, puisque... C'est ce à quoi je pensais. Voilà, je pensais à 7 ou 8%. Voilà, bon, ben voilà. Et parmi les 7 ou 8%, on sait très bien qu'il en est qui jouent quand même un peu le jeu de l'institution, qui font des propositions, et d'autres qui ne cessent de contester parce que simplement ils ont des vues pour autre chose. Ils veulent changer de régime. Donc c'est tout à fait autre chose. Alors parmi les discussions les plus animées qui ont lieu à ce moment au Parlement, il y a cette fameuse disposition de la réforme, enfin, du projet de réforme, qui veut que ce soit désormais le président de la République qui nomme le président de France Télévisions. Je vous arrête tout de suite. Parce que ça, c'est ce que les hypocrites disent. Mais ce n'est pas le président de la République qui nomme. Car il y a des dispositions qui sont prises, comme dans toute démocratie, qui consistent d'abord à suivre l'avis conforme. C'est-à-dire que si le CSA dit non, eh bien, il faut choisir quelqu'un d'autre. Et il y a aussi une majorité qualifiée, mais je ne sais pas dans quelle proportion. C'est l'objet de discussion où véritablement il va falloir imposer une solution parce qu'il y a incontestablement une volonté de blocage de la part de ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition, parce qu'ils ont envie de se refaire une virginité. Et ils trouvent ça, alors que ça n'intéresse pas les gens, et que les gens seraient tout à fait d'accord pour qu'il y ait une majorité qualifiée des commissions parlementaires. Écoutez, c'est quand même la moindre des choses. Et pour avoir vécu à l'intérieur du CSA pendant la durée d'un mandat, je peux vous dire que c'est le seul moment où véritablement il y avait des pressions et où on se déchirait. Et n'importe qui peut comprendre que une majorité s'est dégagée pour choisir quelqu'un, vous l'appelez 6 mois après pour évaluer son bilan, inévitablement se reconstitue la majorité qui l'a élu pour le défendre, se reconstitue la minorité qui ne l'a pas élu pour l'accuser. Donc l'autorité de régulation ne peut pas nommer si elle veut véritablement lui imposer des obligations et si elle veut veiller en toute sérénité au respect par lui de ses obligations et de ses engagements. Par conséquent, il est naturel que celui qui a à juger, à évaluer, ne soit pas celui qui nomme. Alors il faut trouver des procédures qui soient suffisamment démocratiques pour faire en sorte qu'effectivement la personne désignée ait l'aval d'un certain nombre d'institutions, le CSA, le gouvernement, le président de la République bien entendu, et puis les assemblées parlementaires. J'ajouterais une chose, c'est que le seul qui ait été nommé contre, semble-t-il, parce que les avis divergeaient, il n'avait pas le même candidat à l'intérieur de la majorité lorsque la majorité était de gauche en 89, le seul qui ait été nommé par le CSA en toute indépendance contre le gouvernement, contre les 2 candidats, parce qu'ils en avaient 2, s'ils n'en avaient eu qu'un, ça aurait été peut-être plus facile pour eux, mais ils en avaient 2. Le président de la République en avait 1,
l'entourage du président de la République en avait un autre, et bien sûr, à l'époque, le ministre de la Communication, c'est-à-dire Mme Tasca, suivait le président de la République. Ça a permis l'arrivée de quelqu'un d'inattendu, qui avait un certain profil, et évidemment, le gouvernement n'a cessé de l'embêter, c'est-à-dire notamment de lui couper les vivres. J'ajouterai une chose, c'est que la désignation par le CSA présente un autre inconvénient que je n'ai pas entendu, c'est que des gens de qualité m'ont dit, je leur avais téléphoné après ma sortie du CSA en disant, écoutez, allez-y, tout de même, quand on voit les candidats, vous avez votre place. Vous avez votre place. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Un, ça va sortir dans la presse le lendemain. Vous ne pouvez pas faire taire 9 personnes. Ça va sortir. Et puis les couloirs sont fréquentés par tous les personnels du CSA. Il y en a 250 maintenant. Par conséquent, ça fuit le lendemain dans le Canard, sinon dans le Figaro. Et il me dit, je vais avoir l'air malin vis-à-vis de mon employeur. Et deux, vous ne voudriez tout de même pas qu'avec... Je suis quand même quelqu'un qui me respecte moi-même, je ne vais pas aller devant cet aéropage dont tous ne jouissent pas d'un esprit d'indépendance ou d'une compétence totalement avérée. Voilà. Oui, et donc, ça, je l'ai entendu de 3 ou 4, par conséquent des gens qui incontestablement auraient leur place à la tête d'une entreprise qui n'est pas une mince affaire, qui n'est pas une petite affaire, n'y vont pas. Alors, on peut espérer quand même que les 3 institutions ensemble ne se ridiculiseront pas à mettre à la tête d'une entreprise comme celle-là, importante, quelqu'un qui n'est pas tout de même, qui ne jouit pas d'une certaine crédibilité. J'imagine. Alors donc du coup, vous venez de nous expliquer avec beaucoup de détails et beaucoup d'arguments, oui. Au fond, le procès qui est fait au président de la République de vouloir nommer un copain à la tête de France Télévisions est un procès en grande partie. C'est stupide, parce que si tout le monde croit qu'il a nommé quelqu'un à sa solde, personne ne croira ce que raconte l'entreprise et ce que racontent les journalistes. Il faut la naïveté de certains, ou la mauvaise foi de certains, pour s'imaginer qu'un patron, M. Serge Dassault, dit à tous ces journalistes ce qu'il faut écrire. Il n'a d'ailleurs même pas le droit d'écrire dans son propre journal, ce qui d'ailleurs, à mon avis, est une erreur. Oui, parce qu'après tout, il peut très bien faire un feuillet de temps en temps, ce serait normal, il signe simplement Serge Dassault, propriétaire à 100% du Figaro, voilà. C'est tout, ça suffit. Alors, il n'empêche que tous ces procès sont faits évidemment sur une base politique, mais en même temps sur un fond d'expérience. Il est évident que Nicolas Sarkozy a montré dans la manipulation des médias, manipulation au sens le plus neutre du terme, il a su s'occuper des médias et se faire valoir auprès d'eux pendant toute la période où il était ministre de l'Intérieur, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il a réussi à se détacher des autres candidats. Et donc il y a un soupçon qui pèse à ce sujet, et au sujet bien entendu de ses relations dites fraternelles ou amicales avec un certain nombre de grands patrons. C'est probablement la raison profonde du procès qui lui est fait. Cela étant dit, on ne peut pas non plus accuser un éventuel candidat, vous venez d'en décrire une sorte de portrait robot, d'être à la solde du président de la République. Donc au fond, ce qui va se jouer, c'est réellement la capacité que va avoir l'institution à attirer à elle, en quelque sorte, un certain nombre de grandes personnalités capables de le faire. Est-ce qu'il ne faudrait pas modifier à ce moment-là les procédures? Est-ce que ça ne devrait pas être très discret? Est-ce que ça ne devrait pas se faire un petit peu comme on le fait dans les grandes sociétés? C'est-à-dire, on commence par... J'espère que ce sera suffisamment discret pour ne pas écarter des gens qui ou n'y penseraient pas, ou n'auraient pas envie simplement qu'on sache partout qu'ils ont été parmi les candidats et qu'ils ont été écartés, parce qu'il faudra bien qu'il y en ait un qui sorte du lot. Donc on peut imaginer que les procédures... C'est ce qui s'était passé d'ailleurs au moment de la désignation en 89 des premiers membres du CSA, car il y avait une volonté commune quand même entre le président de la République à l'époque, François Mitterrand, qui avait à expier certaines fautes sur le terrain de la liberté. Notamment les fautes qu'il avait commises sur le terrain de l'école à l'époque, en 84. Donc en 89, il voulait vraiment réussir cette autorité de régulation. Du côté du président du Sénat et du côté du président de l'Assemblée nationale, il y avait la même volonté. Et j'ai appris après que, effectivement, lorsque les 3 noms du président du Sénat ont été communiqués au président de la République, il a changé la liste des 3 que lui allait nommer.
parce qu'incontestablement, il se disait, j'étais l'un des trois. Mais on s'est dit, là-bas à l'Élysée, que véritablement, ceux qui avaient été pressentis ne faisaient pas le poids. Et ce qui est vrai, c'est qu'ils avaient nommé Madame de Galard une grande réalisatrice. Poher avait choisi Roland Faure, qui a créé France Info, et qui est quand même un homme de radio incontesté. Éminent, hein. Et puis moi, j'étais l'universitaire de service, qui avait déjà à l'époque un manuel qui marchait bien. Donc, c'était trois personnalités qui n'étaient pas récusables. Et je sais que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République, du même bord à l'époque, se sont concertés pour choisir. Et l'aéropage fonctionnait très bien, parce qu'il y avait deux réalisateurs, Barrère et de Galard. Barrère est incontestablement... Il y avait deux hauts fonctionnaires, Boutet et Labrousse, Cour des comptes et Conseil d'État. Il y avait deux journalistes, Roland Faure et Geneviève Guichenet. Il y avait, j'en oublie forcément... Un universitaire. Peut-être oui, deux universitaires. Vous-même et quelqu'un qui avait été recteur, je ne sais plus où. Et puis, le président de l'UNAF, qui était très proche du président de la République. L'association des familles. Voilà, de nos associations familiales. Et c'est vrai qu'il nous a permis de laisser passer quand même auprès des associations l'idée qu'avant 22h30, certains films n'avaient pas à figurer à l'antenne, même si nous avons été unanimement désignés comme étant des ayatollahs, notamment par Jacques Lang, qui a de force et d'autorité autoriser certains films à 21h. Autre point, le financement. Nous avons parlé de la redevance, et maintenant, ce qui est en cause, c'est évidemment le fait qu'un certain nombre d'opérateurs de télévision, de téléphone ou même d'Internet soient en quelque sorte appelés à contribuer au financement de la télévision publique. Il y a là quelque chose qui est à la fois choquant. En même temps, on a l'impression qu'on se tourne vers l'endroit où il y a de l'argent pour essayer d'en trouver. Oui. Je ne vois pas quand j'ouvre mon ordinateur pourquoi je devrais forcément payer une taxe, moi qui ne regarde pas beaucoup la télévision française. Sauf si votre ordinateur vous permet d'accéder à la télévision. Oui, il le permet. Et il le permet. Oui. Il le permet. Ou alors vous avez un ordinateur sacrément démodé. Ce que je ne peux pas supposer. Non, je vous rassure. Mais il y a d'autres sources de financement. Il n'est pas répréhensible pour un ensemble de chaînes publiques que de commercialiser des programmes qui véritablement font partie du patrimoine. C'est ce que fait la BBC. La BBC gagne beaucoup d'argent en vendant des programmes sous forme de DVD à des chaînes étrangères ou sur d'autres réseaux qui sont des réseaux privés, et par conséquent, elle a un service qui commercialise son patrimoine. Alors, du même coup, ça lui permet aussi d'enrichir son patrimoine. Et je crois qu'à peu près la moitié de ses ressources maintenant, alors que le World Wide n'a été institué qu'il y a quelques années, je ne pourrais pas vous dire quand, mais enfin, ça fait 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, la moitié des ressources de la BBC proviennent du commerce que la BBC, très honnêtement, fait avec des produits qui font partie du patrimoine. Alors, que quelque chose qui a été payé avec l'argent du contribuable une première fois soit accessible à tout le monde gratuitement, ça c'est vraiment un principe sacré. Vous avez payé à travers votre redevance, donc vous avez droit à y accéder. Mais si vous voulez après une télévision de rattrapage ou une télévision à la demande ou acheter une série en DVD, et aujourd'hui les gens sont très consommateurs de DVD, et au moment des fêtes notamment on achète souvent une série, et on achète malheureusement des séries souvent américaines, parce que simplement la télévision française elle est sous-financée, globalement elle est sous-financée, 10 milliards au total en France, 16 milliards en Grande-Bretagne. Alors je ne parle pas évidemment de la situation des États-Unis, mais c'est quand même beaucoup moins par conséquent qu'en Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, évidemment, grâce à l'anglais, peut commercialiser plus facilement, c'est vrai, mais nous avons la francophonie. Alors nous sommes effectivement dans une situation qui est un petit peu bizarre, parce que d'un côté, on va avoir ce qui, à mes yeux, est une amélioration, le fait qu'il n'y ait plus de publicité à certaines heures, et quand même l'ensemble pourrait d'ailleurs, à mon avis, bénéficier des mêmes dispositions, mais bref, c'est quand même un progrès. Il faut bien qu'elles se... Voilà, il faut bien les chaînes privées, il faut bien qu'elles se rémunèrent sur quelque chose, ou alors il faut les payer. Non, mais je parle des chaînes publiques. Ah, les chaînes publiques, ah oui, bien sûr.
Oui, oui. Et Oui. donc, et deuxièmement, nous avons une situation quand même qui est un petit peu bizarre aussi, dans la mesure où on va maintenir deux types de financement, ce qui n'est jamais tout à fait bon, parce que finalement, ce sont deux logiques qui ne sont pas exactement identiques. Mais au fond, le vrai débat, nous ne l'avons pas. Le vrai débat, ce serait, au fond, combien de chaînes publiques? Et est-ce qu'il faut-il vraiment une redevance? Oui, semble-t-il. Mais jusqu'à quel niveau? Donc voilà le vrai débat qu'il faudrait avoir. Au fond, est-ce que ça ne serait pas la solution pour sortir du débat actuel qui manifestement ressemble plutôt à une empoignade qu'à un véritable débat? Le vrai débat, ce sont les conséquences du numérique aujourd'hui. Oui. Le fait par conséquent que pour diffuser une chaîne, ça coûte 6 fois moins cher, ça coûtera 6 fois moins cher en numérique qu'en analogique, ce qui vous permet de diffuser par beaucoup plus de chaînes. Beaucoup plus de chaînes. Donc le problème n'est pas le nombre de chaînes, le problème c'est la qualité des programmes et puis la diversité des tuyaux par lesquels ces programmes vont être acheminés vers et puis vers chacun d'entre nous. Il y a Internet qui Car il y a Internet, voilà, il y a la télévision de rattrapage, il y a les DVD, etc. Donc qu'il y ait une diffusion par la voie numérique qui coûtera 6 fois moins cher, encore une fois, pour tous, bien sûr, mais qu'après, dans un deuxième temps, il y ait des services commerciaux qui exploitent les nouveaux réseaux que sont la télévision sur les mobiles. Si j'ai envie vraiment de regarder des extraits du feuilleton d'hier sur mon mobile, c'est un luxe que je n'ai qu'à le payer. Voilà, sinon, je n'ai qu'à regarder en direct. Voilà. Eh bien, il va simplement me rester à vous remercier de nous avoir vraiment éclairé, parce que c'est un débat complexe, contrairement à C'est un débat très complexe. Un débat très complexe. On a véritablement, toutes les hypocrisies sont possibles. Voilà. Et donc, je pense que nos téléspectateurs y verront un petit peu plus clair. Ils savent qu'ils peuvent regarder Reichmann TV sans payer. En tout cas, ils payent quand même un certain nombre de choses. Oui. C'est du bénévolat, mais nous faisons tous du bénévolat, voilà. Et on ne favorise pas suffisamment le bénévolat en France. Exactement. En tout cas, là, je peux vous garantir que je suis à 100% de votre avis. Ce qui est un vote unanime. Je n'avais pas cherché votre approbation, mais... je l'ai bien compris. Donc, je rappelle que Francis Ball est l'auteur de la Bible des médias, médias et société. Et puis un petit que sais-je, les médias. Et un petit que sais-je. Sur les médias, c'est quand même beaucoup plus accessible. Oui, c'est moins lourd. Et puis c'est moins cher. Et c'est moins cher. Donc cet ouvrage que je vous montre à la caméra est une édition antérieure. Elle a paru un petit peu avant. Et actuellement, nous avons la 13e édition aux éditions Mon Chrétien. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. J'espère que le débat sur la télévision vous sera désormais un peu plus clair. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite de garder bon courage dans les circonstances difficiles que nous vivons actuellement. À bientôt et vive la France.